Quay. Alors, nous allons passer à la capsule TD avec Mo Bellius. Bonjour, je suis Mo Bellius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, messieurs, bonjour Quay. Eh bien oui, nous sommes dans cette magnifique région de la capitale nationale et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous un candidat à la mairie de Québec, mais il est également conseiller municipal, oui, à l'Hôtel de Ville de Québec. Il porte plusieurs chapeaux, messieurs, dames. Il est le chef du Parti démocratie Québec. Dans quelques semaines, messieurs, dames, ça nous garde en haleine, cette course à la mairie de Québec. Peut-être on est en train de parler avec le prochain maire, oui, de la capitale nationale. Messieurs, dames, c'est avec une grande joie que nous nous entretenons aujourd'hui à Coconut Podcast sur la route. Je dis bien Monsieur Jean Rousseau. Quelle entrée en la matière. Effectivement, vous parlez avec le futur maire de Québec. Parce que j'aime ça, la confiance. Québec, il le faut. Québec, écoutez, c'est une ville extraordinaire. Puis on fait ça ici dans la cour du Petit Séminaire de Québec. Là-bas, il y a un cercle au sol, c'était le puits de la maison Hébert-Couillard, premier colon québécois. Et d'ailleurs, il avait un esclave noir, Olivier Lejeune, et il y a eu une plaque commémorative à son nom. C'est grâce à Webster, d'ailleurs, qui nous a tous sensibilisés. Oui, en effet. Exact. Et écoutez, c'est un ensemble, 1740, il y a le fameux calendrier solaire. C'est aussi l'école d'architecture. Et mon fils y va. Il vient de commencer. Alors, écoutez, tout tourne et c'est le quartier que je représente. Et c'est le premier village canadien, québécois. Alors, Port-Royal, pas trop loin. Port-Royal, oui, ça a été une première habitation, mais ça n'a pas été, ça n'a pas été poursuivi, village, ça a été interrompu. Puis alors qu'ici, c'est une habitation en continu. Puis on est site patrimoine mondial de l'humanité. Alors, il y a une responsabilité pour tous. C'est qu'il faut préserver. Alors, ça fait partie des enjeux que je défends comme conseiller, mais comme futur maire également. Incroyable. On vous sent d'attaque, Monsieur Rousseau, en pleine forme. Écoutez, bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui garde un secret bien gardé à la maison. Madame, oui, je pense bien qu'elle vous a concocté un bon déjeuner ce matin ou les enfants. On vous sent d'attaque, là. Non, c'est plutôt moi qui ai aidé à faire les déjeuners. Les amis des amis sont là. Il y avait énormément de personnes à la table hier. Heureusement, double vaccination. Bon, on fait attention. On fait attention. Oui. Non, on revient à la normale. Puis, je marchais dans les rues, je vais voir les restaurateurs, Saint-Paul, Petit-Champlain. J'étais sur la rue Maguire vendredi. Et la vie reprend son cours. Et quel plaisir. On retrouve les gens. On peut même serrer les mains. Bon, j'ai ma petite bouteille de purée, là, mais quand même... Au moins. On retrouve ce plaisir. Mais on ne veut pas revenir à la normale. On veut revenir à autre chose. Les gens ont beaucoup marché, ont découvert des espaces. Et Québec, c'est quand même extraordinaire. Beaucoup de rivières, beaucoup de parcs, des boisés extraordinaires qu'il faut préserver. Donc, durant la campagne électorale, c'est ça aussi. C'est de faire découvrir, mais de montrer les magnifiques endroits que les gens connaissent peu, connaissent moins. Alors, oui, c'est un des plaisirs. Écoutez, déjà là... Actuellement, nous sommes, mais on parlait d'un lieu historique, mais c'est le Petit Séminaire de Québec, première école fondée par Monseigneur de Laval, qui est un saint maintenant. Alors, qui fonda la ville de Laval également, Oui, effectivement, Île Jésus. Bon, à une certaine époque. Oui, mais écoutez, le religieux, le patrimoine, il est omniprésent. Il ne faut pas le prendre pour acquis, par contre. Ça, c'est un des enjeux, c'est qu'on a laissé se détériorer beaucoup de sites. Si vous aviez eu le temps, je vous aurais montré les horreurs. Moi, quand je fais visiter Québec, je montre les bons côtés, mais je montre les endroits qui ont été négligés, abandonnés par une administration
qui n'en avait que pour certains promoteurs. Alors, il faut... On va en parler, là, parce que je pense qu'il y a des projets immobiliers, Maria Goretti, on va en parler dans quelques instants. À Sainte-Foy, écoutez, des non-sens. Mais ce qui est fascinant, c'est que les gens aiment leur ville, puis beaucoup de propriétaires qui ont des demeures historiques, et ce sont eux qui préservent ce beau patrimoine. Et il n'y a pas rien que le Vieux-Québec. On a à Sillery, à Charlebourg, à Beauport. Et moi, c'est toujours un plaisir d'aller voir les citoyens. Puis votre demeure, en 1680, c'était les Gosselins qui demeuraient ici, etc., etc. Donc, il y a toujours ce lien. Et ce qu'on a réussi ici, c'est de faire en sorte que les gens trouvent que le patrimoine, il est à nous, il nous appartient. Et il y a le fleuve. Le fleuve, il coule dans nos veines, il est présent. Mais c'est le port qui contrôle les accès à l'eau. Puis on a eu des bonnes batailles dernièrement qu'on a gagnées. Il n'y aura pas un projet de remplissage des berges de Beauport. Ça n'aura pas lieu, le projet Laurentia, il est mort. Ouais, c'est les conteneurs, là. On voulait mettre faire des murs de conteneurs alors qu'il y aurait un bruit 24 heures sur 24, un éclairage qu'on verrait même de la rive sud. On aurait perdu des vues extraordinaires. Il y aurait des frayères de poissons qui auraient été affectées. Ouais. Mais c'est une victoire citoyenne et celle-là, elle est importante. Puis on veut redonner l'accès au fleuve. On a un beau projet de poursuivre une piste cyclable piétonne du port jusqu'à l'île d'Orléans, parce que les gens veulent avoir accès au fleuve. Il leur appartient et on va leur redonner. Moi, là, je sens M. Jean Rousseau, mais je le redis, d'attaque, vraiment prêt pour cette joute qui s'annonce là, pour les dernières semaines. Tout à fait. Le scrutin, c'est au mois d'octobre. C'est le 7 novembre. 7 novembre. Toutes les villes québécoises ont la même date. Ouais, tout à puis, on est déjà sur le terrain. Moi, on va rencontrer les gens de Saint-Sauveur. Il y a un petit marché public. Ça a été un de mes autres combats. Pour garder les marchés publics, le maire a fermé par vengeance le marché du Vieux-Port parce qu'il voulait que son nouveau marché n'ait pas de concurrence. OK, il était vieux, il était mal aimé, mais il y avait quand même 1,2 million de personnes qui allaient le voir. Et j'avais obtenu une pétition de 10 000 noms que je suis allé soumettre au conseil municipal avant mon entrée en politique. Et je me suis fait dire, monsieur, vous êtes des marginaux. Alors, 10 000 personnes qui prennent le temps de signer une pétition, et quand je me suis fait traiter de marginaux, et ces personnes-là aussi, pour moi, c'était inacceptable. Je me suis dit, si c'est la façon dont les citoyens sont traités, on mérite mieux. Alors, moi, ça a été le coup de pied qui a fait en sorte que je me suis présenté en politique parce que je trouvais inacceptable qu'on ait ce manque de considération pour les citoyens. Maintenant, on sait que pour ce dernier droit, on se doit de resserrer les rangs. On sait que votre tendre moitié, je pense qu'il vous a préparé le déjeuner ce matin. Ça fait quand même une vingtaine d'années que vous êtes ensemble. 3 enfants, dont un que vous nous disiez qui étudie ici en architecture. Les 2 autres, pré-ado, en quelque sorte. Ma deuxième, Simone, le premier c'est Thomas Xavier. Simone, elle est au cégep. Ça a été une année difficile en distance et autres, là, enfin, ça va reprendre, c'est ça. Oui, bien sûr. Ma troisième, elle, Catherine, elle étudie le ballet en Alberta, à l'Alberta Ballet School. Elle est là depuis l'âge de 13 ans. Alors là, elle est de retour parmi nous. Elle est une ballerine. Elle veut être une ballerine professionnelle. Elle est extrêmement sérieuse. Cet été, elle va aller au Arts Umbrella à Vancouver pour parfaire sa formation. Et on l'accompagne, on est là, FaceTime tous les soirs pendant l'année scolaire. Puis on a été préoccupés parce qu'en Alberta, avec la COVID, à un moment donné, les cas les prévalences étaient énormes. Puis à un moment donné, les bars étaient ouverts, mais les écoles étaient fermées. Bon, priorité albertaine, il faut croire. Donc, faut chasser le mal par moment. Il faut croire que l'alcool tue les microbes. Mais bon, en tout cas, bref. Vous pouvez nous en parler, vous, ce qui est faux, mais bon. Votre fille qui fait du ballet, elle doit tenir ce côté artistique de quelqu'un. On apprenait que votre père était quand même un gars qui connaissait sa musique, mais surtout son violon. Et lire les partitions, reconnaître à l'oreille les grands virtuoses. Tout à fait. Est-ce qu'elle tient ça de papa?
Jean Rousseau, où elle tient ça, de grand-père Rousseau, on vous écoute. Mon père a été violoniste ici à l'Orchestre symphonique pendant plus de 50 ans. Professeur au conservatoire également. Il jouait à Radio-Canada à l'époque où il y avait des budgets et vous avez des orchestres de chambre. Mon épouse, Francine, elle, a étudié le clavecin, la musique classique, pour ensuite devenir médecin et pédopsychiatre. Et donc, pour nous, la musique était extrêmement importante. Ils ont tous appris à jouer des instruments, ils ont exploré. Et pour Catherine, je pense que c'est un peu tout ça. On encourage les patients à aller, suivez vos rêves, poursuivez vos rêves. Et elle, enfant, elle avait vu Nureyev danser dans Casse-Noisette, le fameux Casse-Noisette. On est allé voir les grands ballets canadiens, les présentations de Casse-Noisette, et là, elle était accro. Sa passion a été révélée à ce moment-là. Donc, école de danse ici, elle a suivi les programmes sport, art, études, et à un moment donné, elle voulait aller plus loin, alors elle a essayé. On est allé à Toronto, on est allé à Winnipeg, puis là, en Alberta, c'était plus l'endroit pour elle. Et voilà, on est à Calgary, alors on la suit. Écoutez, on a l'habitude, la famille des Joseph, on aime ça aller voir les grands ballets canadiens, mais surtout Casse-Noisette en famille. C'est un classique. En espérant voir un jour votre fille, qui sait, tenant le premier rôle. On verra. Félicitations. Merci. Oui. Maintenant, on a un peu parlé de Papa Rousseau, de votre père. Maintenant, j'aimerais, avant même qu'on apprenne à vous connaître, si vous aviez de beaux mots pour vos parents, parce qu'après le Québec et la ville de Québec, ceux qui sont à l'ancienne Lorette, qui sont à Beauport, Charlesbourg, ils sont en train de vous découvrir, pour ceux qui regardent pas, qui lisent pas le Journal de Québec ou Le Soleil. Si vous aviez deux mots, là, j'aimerais que vous nous les partagiez au sujet de vos parents. Votre père, vous nous avez tout à fait grandement parlé, mais maman. Maman était une artiste également. Elle était peintre lissier, c'est-à-dire qu'elle faisait de la création sur métier à tisser. Elle a été professeure ici en communication graphique à l'Université Laval. Donc, l'art, la couleur, c'est un milieu bohème. Les livres, des magazines, il y en avait partout, de la musique, il y en avait. C'est drôle, j'ai hérité de la collection de vinyles de mon père. Là, j'en ai à peu près 2000. Là, puis les œuvres, des grands classiques, évidemment, beaucoup de musique classique. Mais ça a l'air que vous avez... Non, mais on blague. Vous avez déjà été DJ un peu à vos heures, par moment? S'il faut brasser du Litz puis du Brahms, comptez sur moi. D'ailleurs, il s'inspirait, c'est ça, chacun repiquait les œuvres des autres. C'est ça qui est fascinant. Bon, c'était par les partitions, mais Litz a travaillé à partir de compositions de Bach. Ils ont fait des choses et c'est ça qui est fascinant. Mais il me semble que j'ai déjà entendu ça. Puis on fouille un peu, puis là, tu vois qu'ils ont fait du repiquage, ils se sont inspirés. Alors, non, c'est pas les rappeurs qui ont inventé ça non plus. Est-ce que vous maîtrisez un instrument, de cuivre? Non, disons que ça a sauté une génération. Donc, de ce côté-là, mais j'adore le jazz. Bon, ici, on avait le festival Jazz en juin. J'ai aidé un petit peu financièrement, mais je suis allé voir des spectacles ici à l'Impérial. Il y en a eu plusieurs virtuels pendant le... Et ça, quel plaisir. Au moins, c'est des artistes de Québec, des artistes de chez nous. Il y a quand même une belle production locale côté jazz. Bon, évidemment, j'adore aller voir l'orchestre symphonique. J'ai grandi en courant derrière les bancs du Palais Montcalm. Là, puis, René Lévesque. C'est là, ça. pas Puis, trop loin tout à fait. Palais Montcalm, les Violons du Roi, de belles productions. Alors, il y a une belle scène ici et c'est ça qui est intéressant. Vous apportez quelque chose. On sent que votre parcours, on ne l'a même pas encore vu. Là. En tout cas, vous proposez quelque chose qui va être intéressant pour Québec. On le sent déjà dans le parcours qui est vôtre. Nous, on a appris à connaître la famille. Monsieur Jean Rousseau, est-ce que dans sa douche, par moment, ça lui arrive, il aime le jazz, de chanter du Zachary Richard? Je m'appelle Jean Batailleur, je m'ennuie tant. Je dirais plus du Plume la Traverse. Alors, un peu plus rock. Il y avait un chant d'épuration, vivre sa vie. Faut vivre sa vie. Alors là, c'était drôle parce que c'est comme, t'as pas le choix avec tous les problèmes de la planète ou les problèmes de santé, la vie qui te rattrape. Alors, c'est la vie qui te rattrape. Puis t'as pas le choix. Soit que t'embarques ou tu te laisses écraser ou tu te laisses faire. Puis
je dirais comme individu, non, moi je refuse de me laisser faire ou de me laisser écraser. Au contraire, et c'est d'aider les autres. J'ai participé à plein de projets communautaires. On s'est même doté d'une école pour garçons dans le Vieux-Québec quand celle qui était là depuis 104 ans a fermé. Ah, vous avez lutté fortement pour la préserver. Tout à fait. Puis oui, ça a été quel beau projet. On avait une école qui s'appelait l'École Hébert-Couillard. On avait eu un permis du ministère de l'Éducation. On avait un directeur. On avait des inscriptions. On avait commencé une levée de fonds. Et on devait le faire, d'ailleurs, dans une partie des locaux ici. Mais c'était comme un jeu de domino. Ça n'a pas fonctionné. Sauf que les sœurs Ursulines, 375 ans après leur fondation, ont décidé d'admettre des garçons. On les a travaillés. On a travaillé ensemble. Ils nous ont vu aller, puis on dit, ben allons-y. Vous êtes sérieux, puis ça a été une victoire de la communauté. Superbe. Monsieur Jean Rousseau, est-il quelqu'un qui est né dans la région de la capitale nationale ou peut-être il nous vient d'une autre région du Québec? J'allais cru que vous alliez dire une autre planète, là, mais non, je suis un gars de Québec. Moi, j'ai grandi à l'époque à Sainte-Foy, la banlieue. C'était ce qu'on appelait Saint-Louis-de-France, chemin Saint-Louis, route de l'Église, pour ceux qui connaissent. Et c'était le bungalow, les années 60, avec la vie de quartier, l'école primaire, puis aussi un beau milieu, mais c'est drôle parce que c'était tout des terrains vagues, il n'y avait pas les grandes constructions sur Laurier et les horreurs qu'on s'apprête à faire. Alors oui, c'était un beau milieu, puis je suis allé étudier. J'ai étudié ici à l'Université Laval, je suis allé en Ontario, à Waterloo. J'ai travaillé à Toronto, chez Xerox à l'époque. Ensuite, je suis allé aux États-Unis. Ce qui m'avait fait rire, parce que je disais, ça coûte trop cher et autres. Puis là, j'ai rencontré des chercheurs. Ils me disaient, non, t'as pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Premièrement, tu ne paies pas de frais de scolarité, puis on te donne un salaire. Où est-ce que je signe? S'il vous plaît. Où est-ce que je signe? Ça, c'est une bourse complète? Finalement, c'est qu'en sciences, la plupart des programmes de sciences, ils ont tellement besoin de main-d'œuvre, c'est ce qui fait fonctionner la grande science aux États-Unis, c'est que tu ne paies pas de frais de scolarité. Tu as un waiver, on reporte, c'est ça. Et oui, on peut avoir des bourses, mais ils ont aussi besoin d'assistants de recherche, d'assistants d'enseignement. Alors, pour vos auditeurs et lecteurs, c'est un endroit où on peut aller étudier. Évidemment, il y a ses contraintes et tout, mais moi, j'ai adoré mon expérience. J'étais proche de New York. Ça m'a peut-être pris 2 ans de plus parce que j'aimais le jazz, puis j'allais faire mon tour au Blue Note et ailleurs. Mais un endroit que j'adorais, c'était Small, petit bar after hours où les Marcellistes de ce monde, après avoir joué, venaient jouer avec les copains. L'after de l'after. C'est ça, le jam, puis c'était génial. Le seul problème, c'est quand on manquait notre train de 3h30 du matin pour Long Island. Ah, mon ami, tu dors... On dormait dans la station avec bien du monde. On a déjà dormi à la station centrale à Manhattan. C'est ça, parce qu'on pouvait pas rentrer à Huntington, à Long Island. Exactement. Vous connaissez les habitudes. Bon, excellent. Là, maintenant, vous allez faire vos études, pas mal beaucoup, en chimie. Par la suite, vous allez faire un papier en gestion. Ça vous intéresse, ça? On est dans les années 85. Tout à fait. Par la suite, vous allez vous diriger faire cette maîtrise à Waterloo. C'est bien ça? Exact. Maintenant, c'est pas fini, je sais pas. Si vous êtes quelqu'un, quand vous mettez sur un dossier, vous devez gratter davantage. Vous allez aller faire un doctorat. Et ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est à Long Island. Exact. State University of New York. Hein? Puis, moi, je suis tombé en amour avec cet endroit-là parce qu'il y avait un bâtiment uniquement pour la chimie. Et à l'époque, évidemment, l'Internet ne faisait que commencer. Alors, on pouvait avoir accès à la bibliothèque 24 heures sur 24. Alors, c'est la recherche, c'est l'étude. Puis il y avait une vie sociale. Alors, dans les laboratoires, là, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Puis bon, à 1h du matin, là, OK, on prend une pause, on va finir le... Vous avez été même impliqué au niveau de mettre en place une association pour les employés. Bon, alors évidemment, moi, quand je suis dans un milieu, je ne peux pas faire autrement que m'impliquer. Je me suis impliqué dans un journal étudiant, c'est là que j'ai amélioré mon anglais, entre autres. Mais il y avait aussi la création d'un syndicat des employés de soutien, des assistants d'enseignement, teaching assistant. Ça, c'était une bataille qui avait pris 9 ans à se concrétiser. À l'époque, le bureau d'emploi, comme ici, avait décrété que les étudiants ne pouvaient se syndiquer parce qu'ils étaient comme des prisonniers. Autrement dit, travailler faisait partie de leurs conditions.
comme un prisonnier travaille pour se réhabiliter. Alors genre de tutelle. Ben c'est ça. Alors on te dit, ben OK, on n'a rien contre ça, mais donnez-nous l'assurance santé gratuite comme les prisonniers, puis payez notre logement puis notre bouffe, on n'aura pas de problème avec ça. Donc, ça fonctionnait pas. À partir de là, ça commençait. L'implication de M. Jean Rousseau, on la sent déjà à ce moment. Oui, en anglais en plus. Là, j'avais pas le choix, alors c'était drôle. À un moment donné, on a regagné cette bataille. En 1992, ça a été la plus grande victoire syndicale aux États-Unis. On était avec le syndicat de Communication Workers of America qui nous ont donné une bonne infrastructure, une bonne aide. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup avec les étudiants étrangers qui, d'ailleurs, étaient beaucoup plus sympathiques à l'idée de la syndicalisation parce que ça fait partie de leur culture. Alors qu'aux États-Unis, syndicats, corruption et tout, puis d'ailleurs, vous n'avez pas tort, là, certains syndicats, oui, ça existe, mais en même temps, on a obtenu une assurance santé, ce qui était de base. Tu sais, les gens me faisaient rire. Qu'est-ce que tu connais de l'assurance santé? Ben, je sortais ma carte de la Régie d'assurance santé. Je dis... I probably know. A little more. C'est ça. Un petit peu plus. Donc ça, c'était de belles expériences, mais aussi ces sentiments de solidarité, de partage. Aussi, il faut être vrai. Il faut parler aux gens d'une façon... On ne cherche pas à leur vendre quelque chose. Il faut vraiment les écouter puis être en mesure de répondre à leurs objections, leurs craintes, leurs attentes, le fonctionnement. Et je dirais que moi, ça m'a beaucoup influencé dans la façon dont je fais de la politique. C'est-à-dire que les gens ont des attentes. Ils se sont fait revirer, se sont fait dire « Non, c'est pas possible ». Non, au contraire, c'est là. Votre idée, elle est géniale. Avoir plus de bancs publics, avoir plus de parcs, avoir des aménagements qui correspondent aux attentes des enfants, des adultes. Ouais. La pandémie, c'est ça qu'elle nous a montré. Les gens veulent marcher, veulent des espaces pas compliqués, où on peut aller le soir, on se sent en sécurité. Et les femmes, par exemple, ont des attentes sur des aménagements. Elles veulent, par exemple, très souvent, c'est elles qui ont le carrosse surveiller les enfants. Donc, être en périphérie, voir les enfants jouer, mais savoir que derrière, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver. Donc, il y a des façons de faire qui sont simples, qu'on peut mettre en place, mais les gens veulent pouvoir dire leurs mots, et moi, c'est ce que je favorise. Vous êtes ce politicien qui arrive au bon moment dans la joute, l'arène politique, puisque le cursus qui est vôtre vous prépare et vous préparait carrément à la période que nous sommes en train de vivre. Car vous allez, aller même à Ottawa suite à votre doctorat, vous allez faire des études postdoctorales, vous allez vous lancer en affaires en même temps, mais vous allez surtout travailler pour le Centre hospitalier universitaire de Québec pendant 2-3 ans, quelques années. Oui, j'ai travaillé, j'ai eu mon entreprise, j'ai travaillé le développement de molécules de synthèse contre le cancer colorectal et le psoriasis. D'ailleurs, un brevet qui s'en vient là-dessus, 10 ans après. Mais là, je suis tombé dans une autre marmite de potions magiques, si je peux dire. C'était le monde des données probantes, c'est-à-dire les niveaux de preuve, la qualité de la preuve scientifique, parce que la science, c'est un dialogue. Quand les gens disent « la science a dit », c'est pas un dogme, c'est le début d'une conversation. Puis moi, ça me fait toujours rire quand les gens disent ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas argumenter. Alors, oui, j'ai été là, j'ai découvert un peu justement ce monde des données probantes. On a fait des essais cliniques, par exemple, l'infection des voies respiratoires supérieures. Alors, si vous allez chez le médecin, il va vous donner un antibiotique tout de suite. Mais la plupart du temps, c'est viral. Les antibiotiques, ça ne marche pas avec les virus. Alors, en mettant en place un consentement éclairé, on vous dit, voici les avantages et les inconvénients. Parce que prendre des antibiotiques, ça a aussi des conséquences négatives. Alors, établir ce dialogue, éviter l'argument d'autorité. Moi, médecin, je sais ce qui est bon pour toi. Amener ce dialogue change complètement la dynamique et faisait en sorte qu'il y avait beaucoup moins de prescriptions d'antibiotiques. Et le résultat, parce qu'on regardait aussi les résultats, finalement, les gens étaient mieux traités et s'en sortaient mieux. Donc, ce genre de situation. J'ai travaillé en santé publique par la suite dans le domaine... L'Institut national de santé publique. Alors, tous les gens que vous voyez à la télé ces jours-ci, je les connais très bien. L'INSP. L'INSP, les gens des laboratoires, puis bref. Alors, les dynamiques que l'on vit, elles sont cruciales, elles sont importantes. Puis, en même temps, on peut en débattre, on peut en discuter. Disons que je n'irai pas dans ce sujet-là parce que, il y a d'autres choses. Mais ce que je peux partager, c'est que moi, quand j'ai travaillé, j'étais responsable des programmes québécois de dépistage. L'évaluation du programme de dépistage du cancer du sein, qui est un succès, mais aussi la mise en place du programme québécois de dépistage du cancer colorectal. Donc ça, c'est un projet qui est encore
en train de se mettre en place, mais le canevas, le blueprint, c'est nous qui l'avions établi. Et c'est quand même 2 millions de Québécois et de Québécoises entre 50 et 70 ans. Les meilleures pratiques, les façons de faire. Donc, c'est de s'inspirer, mais c'est aussi de pouvoir étudier les études, voir quelles sont les meilleures approches, quelles sont les clientèles. C'est pas, comment dire, une pointure fonctionne pour tout le monde. Non, non, non. Chaque humain est différent, puis oui, c'est des statistiques, mais c'est aussi une réalité. Comment vous allez réagir? Est-ce que le traitement va fonctionner pour vous? Il y a aussi beaucoup d'enjeux éthiques. Si je vous dis, on va vous dépister, on va savoir si vous avez le cancer, mais faites-vous-en pas, il n'y a rien qu'un an à attendre avant qu'on puisse vous traiter. T'sais, vous allez mourir dans votre jus d'angoisse, là. Alors, éthiquement, dans les façons de faire et aussi sur la façon dont notre système de santé québécois est en mesure de répondre aux attentes, bien, ça faisait partie de cette science. Mais moi, j'étais un aviseur scientifique. Alors, des travaux de 2 ans, je devais résumer ça en 2 minutes pour accompagner les décideurs. Et là, c'était un travail d'arrière-scène que j'ai fait, que j'ai adoré. Mais là, comme politicien, là, je peux être à l'avant-scène. Là, je peux critiquer les mesures environnementales ou l'absence de mesures en environnement, les choix que l'on fait comme ville. Parce qu'on n'a rien fait pendant 14 ans. Et là, moi, c'est une des raisons pour laquelle je me présente. La crise climatique, j'ai soumis cette proposition fin 2018. Et là, on vient d'annoncer quelques mesures pour aller de l'avant. C'est ça, parce que vous êtes devenu chef de Démocratie Québec en 2017. L'an passé, au mois de... 2020. 2020, vous êtes élu depuis 2017, tout à en fait. effet. Et là, depuis votre entrée à l'Hôtel de Ville, sachant que vous vous étiez installé dans le Vieux-Québec avec votre petite famille, vous y viviez la vie de quartier, c'est intéressant ça quand même. Vous avez pris le pouls de la ville, vous êtes devenu chef de la formation politique qui est la vôtre, Démocratie Québec, et aujourd'hui, vous briguez le plus haut poste à la ville de Québec et surtout de remplacer quelqu'un qui a laissé sa marque, Monsieur Labaume. Pourquoi vous êtes-vous lancé en politique? Vous me répondez en 15 secondes, mais surtout, quelle est votre vision et votre programme pour la ville de Québec et non plus maintenant juste pour le Vieux-Québec, mais pour l'ensemble de Québec? Monsieur Jean Rousseau, la parole est à vous. Bon, alors, moi, je me suis lancé en politique pour justement donner une parole aux citoyens qui n'étaient pas écoutés, qui sont bafoués dans leurs droits les plus fondamentaux. Parce que Démocratie Québec, c'est la démocratie municipale. On s'est lancé pour justement offrir une vision régionale. J'ai mis de l'avant un réseau express collectif de la capitale, c'est-à-dire que l'on connecte la rive sud et la rive nord principalement par le transport en commun. Non à un troisième lien autoroutier, mais oui à un premier lien pour le transport collectif. On veut notre ligne jaune UQAM, Université de Sherbrooke, BRI, U. Alors, on veut avoir l'équivalent ici. Puis, on veut aussi du trambus qui va permettre aux automobilistes d'être battus. Autrement dit, moi, on veut vous donner du transport collectif où ça va aller plus vite, que ça va être plus simple, où vous n'aurez pas à attendre et on va investir. Les autres enjeux qui préoccupent les citoyens et dont je me fais le porte-parole, c'est la notion de la présence policière. On a une centralisation excessive. Oui, on a des enjeux ici à Québec, le profilage et autres, mais on a aussi une disparition de notre police de quartier, de nos polices communautaires. Il y a des secteurs où on ne les voit plus, les policiers. Si tu as un policier qui demeure dans ta rue, bien, tu es chanceux, tant mieux, là, mais c'est pas partout. Alors, il y a cette réalité-là. Et il y a l'environnement. L'environnement, on a gagné une bataille extraordinaire en arrêtant le projet du Port de Québec, le projet Laurentia, qui aurait rempli le fleuve, l'équivalent de... On parle aussi de la qualité de l'air vers le Mazeret, Limoilou. Tout à fait. Pouvez-vous nous dire que propose Démocratie Québec et même vous, en étant à l'Hôtel de Ville, je veux dire, l'air circule, alors par moment, ça pouvait arriver vers le musée de la civilisation en bas. Totalement. L'air est de très mauvaise qualité à Québec à certains moments. C'est pire quand on joue au milieu de l'autoroute, été, hiver. La Saint-Charles fait comme une vallée où il y a du smog, on peut le voir, c'est comme ocre. Donc, transparence au niveau des données, facilité d'accès pour que les citoyens sachent exactement en tout temps quelles sont les conditions de la qualité de l'air. Mais également, identification des sources. Oui, il y a l'incinérateur et on va réduire la quantité de déchets qu'il y a là pour diminuer son importance, mais également toutes les activités industrielles de la zone Mézeray, Limoilou,
connaître leur impact et faire en sorte que l'on diminue progressivement. Oui, on a gagné contre le porc, mais il reste les poussières de nickel et autres. Ultimement, il faudrait que ça disparaisse. C'est une mine à ciel ouvert en plein cœur de la ville. Donc, oui, il y a des travaux à faire. Réduction de la circulation automobile, on va mettre en place des boulevards urbains. Oui, le transport en commun, mais ça va prendre un certain temps. Donc, je prends l'exemple des bornes électriques pour les voitures. Il y a une révolution qui s'en vient et on n'a pas de bornes électriques. On n'est pas... j'ai fait des... En tout cas, dans le vieux Québec... je voulais m'acheter un véhicule, puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, quelque part, on est en train de manquer le bateau, c'est le cas de le dire. Il y a une révolution qui se passe et on n'est pas là. Alors, ce sont des exemples où on va faire une différence pour justement faire en sorte que, oui, vous voulez venir dans le Vieux-Québec? Bien, on va privilégier les véhicules électriques. On va faire en sorte que ce soit plus simple pour vous. On va vous donner une carte VIP parce que vous avez un véhicule électrique. Et ça, c'est des façons simples de changer la configuration du quartier, du centre-ville, mais également offrir à tous cette possibilité pour que ça soit naturel. On dit 2030, 2035. Non, ça commence demain matin. C'est là, c'est là la réalité. Alors oui, ça fait partie des engagements que je vais prendre, que Démocratie Québec va prendre. Super. On sait que dans Démocratie Québec, vous avez des candidats fort intéressants, mais des candidates plus qu'intéressantes. Entre autres, Annabelle Beaudoin. On sait qu'elle a beaucoup travaillé sur Québec zéro déchet, entre autres. Pouvez-vous me parler de quelques des candidats qui font partie de votre équipe, mais aussi les candidates Tout à fait. que le Québec gagne à découvrir? Bien, moi, on a une candidate, Lynne Girard, qui est dans Robert-Giffard. Mais Robert-Giffard, c'est les Terres des Sœurs de la Charité. C'est le site historique de Beauport, l'avenue Royale. C'est aussi les battures de Beauport. Donc, elle a une vision. Elle a été conseillère municipale au site des éboulements. Elle a encore une demeure ancestrale qui date de 1750. Alors, elle connaît la réalité touristique, la réalité du développement dans des quartiers historiques. Alors, on a des beaux projets, par exemple, les battures de Beauport. On veut continuer, faire en sorte que le long des battures de Beauport, du port jusqu'à l'île d'Orléans, qu'on ait des aménagements cyclables, piétons, redonner l'accès au fleuve, c'est une chose. Et les Terres des Sœurs de la Charité, oui, la vocation agricole, mais pas uniquement, qu'on en fasse un parc, que l'hiver, ça puisse servir pour la communauté, que les enfants puissent aller jouer, lieu de formation. Les gens ne savent plus c'est quoi l'agriculture, savent plus. Ils pensent que les ananas, ça pousse au Québec. Ben non, ça marche pas de même. Allez-vous avoir des candidats dans tous les arrondissements de Québec? Tout à fait. Nous y travaillons. On a des candidats, justement, qu'on passe en entrevue, on vérifie. Mais pour répondre à votre question, on a de bonnes candidatures femmes. Oui, il y a Annabelle, on a Katia Garon, qui est une experte du tourisme, qui a elle-même, qui est, comment dire, parle 3 langues, dont la mère est mexicaine, donc qui a ce souci, qui connaît bien la communauté. Bertrand de Lépinay, un noir d'origine nigérienne, et qui est gestionnaire du Portofino, donc qui a travaillé avec les restaurateurs lorsqu'il y a eu des gros travaux sur route de l'Église. Lui et moi, on s'est battus pour obtenir un dédommagement pour les restaurateurs, les commerces qui se font pénaliser lors de grands travaux, puis il va y en avoir des grands travaux. Alors, ça, ce sont des gains. Alors, on travaille avec lui. David Johnson, qui est mon colistier ici, travaille au ministère des Transports. C'est un expert dans la mobilité. On appelle ça de la mobilité comme service, offrir des forfaits multiples pour que les gens délaissent leur auto, puissent utiliser les communautés de ce monde. Maintenant, on a des vélos électriques, mais il va y en avoir d'autres. Faciliter ces échanges. Julien Cabana, qui est dans le Nord, qui, lui, est un sportif, mais aussi quelqu'un qui a été un entrepreneur. Donc, c'est un milieu qui est délaissé. C'est des anciennes villes. À certains endroits, il n'y a pas moyen d'acheter 1 litre de lait à 2,5 km. Donc, en termes d'aménagement, c'est nul. Et c'est le monde de l'auto. Sans auto, t'es mort. Alors, non, c'est pas vrai. Créer des centres communautaires où on offre possibilité de location d'espace, des lieux où il peut y avoir une police communautaire. Les gens, il y a de très beaux parcs, mais ils n'y vont pas le soir parce qu'ils craignent. Il n'y a pas de problème, mais cette crainte, elle est inacceptable. Vous êtes habitué de travailler en collégialité.
dans le milieu de la recherche, entre autres, en tant qu'élu à l'Hôtel de Ville. Mais on sent de plus en plus chez vous qu'il y a cette volonté de travailler avec le plus grand nombre. Il y a certains médias, que notre podcast, on est allé aux sources, on essaie de gratter davantage. On vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que c'est encore dans les discussions, est-ce que c'est encore dans l'air ou ce rapprochement avec le parti de M. Bruno Marchand et Québec fier et fort? Absolument pas. Moi, j'ai toujours été prêt, les faux fistes. Fort et fier, faux fist. Alors, on a toujours, moi, j'ai toujours mis de l'avant la possibilité de collaborer sur des sujets précis. Je l'ai offert au maire. Je l'ai offert avec Québec 21 sur certains sujets. Mais en termes de rapprochement politique, il en est hors de question parce qu'on a notre façon de faire. J'ai l'expérience. J'ai travaillé depuis 4 ans, j'ai monté des dossiers, on a créé des réseaux, mais on a aussi créé une confiance envers les citoyens. Non. Démocratie Québec va de l'avant, monte des projets, crée, je dirais, des alliances citoyennes, et c'est ça. Redonner confiance. Les gens se plaignent d'énormément de projets. Je suis sur le terrain. J'ai rencontré les gens de Sillery, par exemple, qui se plaignent de mauvais aménagements dans le site historique. Je suis avec eux. J'essaie d'articuler. Demain, avec Radio-Canada, on va aller dans le secteur Georges-Muir. La Ville avait dit on va mettre une bande verte, une bande végétale. Le promoteur qui a fait les maisons, lui, il a respecté, mais les nouveaux arrivants sont tous en train de raser parce que la Ville n'a pas passé de règlement. C'est irresponsable quand on veut parler de protéger les arbres, d'augmenter la canopée. Alors oui, moi, c'est la politique telle que je la fais. Si les gens veulent se joindre à nous, ils sont tous les bienvenus, mais il y a hors de question que Démocratie Québec baisse la garde. Au contraire. Incroyable, superbe. Dans certains médias, vous avez même dit, écoutez, nous autres, là, Démocratie Québec, on se compare aux Canadiens de Montréal. Si vous nous comptez battus sur la ligne de départ, vous faites mal vos calculs. Tout à fait. Donc, on sent cette fougue chez vous. Il nous reste 1 minute avant de terminer toute une entrevue qu'on est en train de faire avec vous, M. Jean Rousseau. Vous, en tant qu'un gars de la place, là, un gars de Québec, un gars du 418. 581, je sais plus. 418, ben 581, c'est le nouveau code. C'est le nouveau, mais 418. On s'en refait pas. OK. Quels sont les attraits touristiques qu'une Québécoise, qu'un Québécois venant de Shawinigan ou de Picogan devrait visiter en passant dans la capitale nationale, surtout, on est l'été, là? Moi, je vous dirais, sortez des sentiers battus. Les Québécois, on aime le fleuve, on aime la nature, puis il y a près de 100 km de rivières ici à Québec. La rivière Cap-Rouge, la rivière Saint-Charles, la rivière Beauport. Il y a de magnifiques chutes. Puis, écoutez, c'est bien plus frais qu'ici, en plein granit. Là. Non, sortez dans la nature. Puis, les Québécois, on aime ça. Il y a des beaux espaces. Il y a un boisé non organisé qu'on protège, qui s'appelle le boisé Nelson, proche du ministère du Revenu, 4 Bourgeois, puis 12. Allez là. Il y a une prucherie de 260 ans. Il y a des magnifiques arbres. C'est une forêt qui n'a jamais été exploitée. Alors ça vaut la peine. Proche du boulevard Champlain, boulevard la Côte-Rosse, il y a un petit parc des pins blancs. Nos forêts, c'est des pins blancs, c'était les mâts des navires, alors c'est des arbres majestueux qui ont presque complètement disparu. Notre forêt, c'est le McDonald's de la forêt, c'est des espèces qui poussent vite, puis bref, on laisserait M. Desjardins en parler. Mais ça vaut la peine. Les pins blancs, c'était... On fournissait les armées anglaises contre Napoléon à une certaine époque. Donc, c'était ça aussi. Super. Alors, moi, c'est ce que je suggère de Québec, évidemment, le patrimoine, parce que, comme je le dis, l'avenue Royale, marchez là, elle est intéressante. Le trait carré, c'est une forme de lotissement où on se protégeait, mais en même temps, de belles demeures ancestrales. Alors, oui, il y a toujours des choses, et quartier Roberval. Ça, c'est extraordinaire. Okay. Ça, c'est... je vais aller faire un tour, malgré que je connais Québec. C'est ça, c'est la première implantation, près de 1200 colons en 1534, un peu après, et ça a été une faillite totale parce qu'ils étaient dans un site où ils n'ont pas pu s'établir, mais ça a été la vraie première tentative de colonisation ici, au Québec. Donc, Roberval, Quartier Roberval. Quelque chose à voir. OK, superbe.
Bon, on sait que vous avez fait beaucoup de recherches à l'hôtel de ville. Vous êtes toujours en train de lire des rapports, en écrire, des motions également. Écoutez, hein, c'est vrai qu'il y a peut-être une carrière en communication ou à d'autres niveaux. La dernière question sera la suivante. Mais vous avez certaines suggestions de livres. On voit que vous êtes déplacé, pas avec toute votre bibliothèque. Non, mais ça, Madame Rousseau, vous ne voudrez pas laisser faire parce qu'après... Hein, je pense qu'on aurait eu peut-être quelques petits problèmes, mais effectivement, j'ai apporté des livres qui sont sur ma table de chevet. Vous les présentez, M. certainement. Rousseau? Écoutez, moi, Kim Stanley Robinson, c'est un auteur de science-fiction, mais une science-fiction extrêmement documentée, futuriste. Il a écrit la trilogie martienne. Ici, c'est le système solaire qu'on a peuplé, colonisé, mais avec des façons de se déplacer, des façons de vivre. On est dans la transhumance, mais aussi avec des nouvelles cultures, alors, mais d'une façon extrêmement concrète. Ici, évidemment, c'est un incontournable, Michel Jean, qui parle Cocoon. C'est sa arrière-grand-mère, au Lac-Saint-Jean, qui est une aborigène. Alors, c'était cette réalité. On n'est pas dans le monde des pensionnats, mais quand même, qu'est-ce que c'était être un aborigène? Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'était aussi être un aborigène au Québec? Pour moi, ben ça, c'est ma Bible, Street Fight. C'est sur la façon de faire de l'aménagement urbain. Elle a travaillé pour le maire Bloomberg à New York. Extraordinaire. Comment prendre des bouts de trottoir, des bouts de rue, les aménager, se les réapproprier sans que ça coûte une fortune. Donc, c'est faisable, mais il faut le faire en collaboration avec les citoyens. Et une biographie de Sir Henri Gustave Joly de Lotbinière, Lucie Desrochers. C'est quelqu'un que je connais bien, quelqu'un qui fait partie de mon équipe électorale. Alors, plus qu'une compagne, mais également, c'est une vision extrêmement intéressante de la fin du régime seigneurial et l'époque où les curés se mêlaient énormément des élections. Et ce qui est particulier, c'est le seul premier ministre qui était d'origine protestante. Donc, il y a un bagage et aussi une vision du développement du Québec où, là, le clergé avait un rôle incroyable pour empêcher, justement, les visions plus progressistes en éducation et en santé. Donc, un livre super intéressant et qui ouvre énormément de portes. Et Lotbinière, ben, c'est à côté de Québec, évidemment, donc c'est à découvrir. Écoutez, monsieur Jean Rousseau, messieurs, dames, on va vous inviter là durant la saison, on n'aura pas le choix. Écoutez, éventuellement, comme maire de Québec. Mais ça me fera plaisir de recevoir à l'hôtel de ville. Oui, ça sera notre plaisir d'y venir et surtout, on va s'habiller, se mettre sur notre 31. Là. Pas nécessaire, pas obligé. Non, je pense que la convivialité, c'est justement c'est garder cette qualité de contact. Merci pour l'entrevue, j'ai apprécié. Il y a beaucoup de sentiments et aussi beaucoup je dirais, de candeur dans vos questions. Mais c'est ça aussi. Québec, c'est une ville qu'il vaut la peine de goûter, d'apprécier, sortir des sentiers battus, comme on dit. Puis, on n'a pas parlé de resto. Là. Alors là, il va falloir revenir. Les 30 dernières secondes sont à vous. La francophonie vous découvre, Monsieur Jean Rousseau, grand chercheur, entre autres. Vous avez été au CHUQ, Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval, l'Institut national de santé publique, INSP. Vous avez sûrement croisé Dr Régent Hébert. Tout à fait. Oui, il était membre à une certaine époque. À une époque. Écoutez, moi, je vous dis, la francophonie vous découvre, mais surtout, vos commettants de la Ville de Québec, les 30 dernières secondes sont à vous. Vous pouvez parler des restaurants aussi, monsieur. Bien, certainement. Monsieur Rousseau. Allez-y. OK, c'est bon, comme ça? Bien, oui, venez à Québec, excellent restaurant. Moi, je suis allé manger à l'Entrecôte dernièrement, d'excellentes côtes levées. Puis, j'ai rencontré énormément de citoyens. Et c'est ça le plaisir aussi, c'est d'avoir une belle petite conversation impromptue. Parce que les gens veulent du changement, ils veulent une ville qui leur ressemble, une ville, oui, où on est fier, où on veut gagner, où on est fier d'être Québécois. Fier de vivre à Québec. Mais on veut aussi une ville qui nous ressemble. Et moi, c'est ce que je leur offre, c'est ça vers quoi je me dirige. C'est ce que je demande aux citoyens de m'approuver et aussi de travailler avec moi parce qu'on va faire des choses extraordinaires puis on va avoir du plaisir. Merci. Monsieur Jean Rousseau, toute une entrevue, comme on dit, ce n'est que partie remise. Moi, je viens de faire la découverte de tout un être humain. Ben, merci. Je suis sûr que vous jouez du violon, vous devez l'avoir en vous-même, ou sûrement vous faites du ballet. Ça doit être de là votre fille l'a capté, je sais pas. J'ai fait du tango à une certaine époque. Du tango. En tout cas, félicitations. Ben, merci à vous. On vous dit
la meilleure des chances, merde. Ah oui, on lâche pas. Puis surtout, vous allez apporter au Québec, à la ville de Québec. Puis une question de même avant que je vous laisse. Une fois élu maire, est-ce qu'on risque de vous voir sur la scène provinciale ou même fédérale? Moi, je sais pas. Ministre de la Santé? Ben, on va commencer par la mairie de Québec. Par la mairie. Et la mairie, elle ouvre des portes parce que je pense qu'au niveau régional, premièrement, moi, je vise une intégration économique et politique progressive de la grande région de Québec. Il faut qu'on soit... Les villes sont les acteurs maintenant principaux du 21e siècle. C'est là où les grandes décisions se prennent en environnement, en transport, en logement, en matière sociale. Donc, on doit créer ce pôle. Les gens reviennent à Québec après leurs études, après leur carrière, finir leur jour. Alors, oui, la ville, elle croît, mais elle va croître en union avec Montréal et en union avec les autres grandes villes nord-américaines. Moi, je crois que Québec peut être aussi agréable, sinon plus, que Copenhague, Oslo, Helsinki. On est une ville nordique, alors, et on peut faire des choses dans les aménagements. Et c'est faisable. Énormément d'architectes, de gens qui ont cette énergie, cette volonté. Écoutons-les. Et c'est comme ça que moi, je veux faire de la politique. Mais écoutez, comme on dit en toute fin d'entrevue à Coconut Podcast, on s'est promené dans les différentes régions du Québec et on a appris chez les Inuits, en Inuit, on dit « Chinashkumitin ». Les Algonquins nous disent « Miigwech ». Vous avez dans la région de Montréal, les Premières Nations, nos frères et sœurs, nous disent « Niawen ». Et vous avez les Abénakis, oui, dans la région du centre du Québec, qui nous disent « Oléone ». Merci. Monsieur Jean Rousseau, grande entrevue, on lâche pas. Jusqu'à la mairie! Jusqu'à la mairie, merci à vous. Messieurs, dames, oui, nous étions avec le candidat à la mairie de la ville de Québec pour la formation politique Démocratie Québec. On dit bien Monsieur Jean Rousseau. Écoutez, on vient de faire toute une découverte à Coconut Podcast. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, entre autres sur Twitter. Sur ce, messieurs, dames, j'aime bien le dire ainsi, en toute fin d'entrevue, Niawen, au revoir, merci. Tcha!